J'aimerais donc savoir pour vous, Christophe Lheureux, alors, qui êtes directeur délégué à l'innovation et au bâtiment intelligent, ça fait rêver, chez Immobilière 3F, et donc spécialiste sur ces questions de BIM. Vous, quelles sont vos attentes justement de l'utilisation du BIM en phase d'exécution? Merci de la présentation. Vous avez oublié de dire qu'en plus de tout ça, je suis aussi le papa d'Aurélie et j'ai à ma gauche la maman d'Aurélie. C'est eux. Merci Benoît d'avoir fait l'introduction tout à l'heure. Voilà. En deux mots, donc pour pas redonder ce que vous avez dit, donc 3F est un bailleur social, un gros bailleur social. On appartient au groupe Action Logement, on a un peu moins de 300 000 logements à l'échelle nationale. Et en tant que bailleur social, on exerce, pour faire simple, trois métiers principaux. On est d'abord maître d'ouvrage. On fait construire ou on fait réhabiliter à peu près 10 000 logements neufs mis en chantier par an, à peu près autant en réhabilitation, là aussi à l'échelle du groupe. On est aussi gestionnaire de services, dans le sens où on délivre un service qui est le logement à tous nos clients locataires. Et puis, dernier métier ou dernière mission, on est propriétaire et donc soucieux de bien gérer ce patrimoine sur le long terme. Et on a cette double casquette d'être à la fois celui qui fait construire et celui qui gère ensuite. C'est important par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Alors, je me suis beaucoup interrogé sur ma présence à cette table ronde, sur le chantier, sur ces choses-là. Bon. Sur le BIM, d'abord, c'est quelque chose qui nous intéresse, puisqu'on s'est engagé là-dessus depuis maintenant 2014-2015. À l'époque, j'avais un DG qui était Yves Lafoucrière, bien connu aujourd'hui, et encore plus connu aujourd'hui, puisqu'il est président du plan BIM, et c'est Yves Lafoucrière qui, au sein de 3F, a initié cette démarche-là. Avec une idée derrière la tête qui est de dire, nous, maîtres d'ouvrage gestionnaires, on est, mais comme nous tous dans cette salle, intéressés par trois choses. D'abord, la qualité de nos ouvrages, le planning dans lequel on fait ces ouvrages, et puis, bien évidemment, le budget à tenir pour fabriquer ces ouvrages. Alors, sur l'aspect qualité, ça couvre plusieurs choses. C'est d'abord aujourd'hui, et là on est au pied du mur, pour le dire très concrètement, c'est faire des ouvrages qui sont hautement performants et qui répondent à l'ensemble des exigences de performance thermique, d'empreinte environnementale, de bas carbone, etc. Donc on a la liste là, des cases à cocher qui s'agrandit de jour en jour, c'est ça. Mais la qualité, c'est aussi penser au confort futur des usagers en ce qui nous concerne, nos locataires, bien évidemment. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure par Benoît, donc la double exposition, des choses comme ça. Et puis penser aussi, parce qu'on est gestionnaire aussi, à la facilité d'exploitation de l'ouvrage une fois qu'il est construit. Donc l'aspect qualité, l'aspect budget, bien évidemment, parce qu'on est dans un secteur très contraint, finalement, le secteur HLM. Donc l'idée, c'est de ne pas tirer trop sur l'enveloppe TS, travaux supplémentaires. Et puis le dernier aspect, c'est celui des plannings, donc livrés en temps et en heure, parce que derrière, nous concernant, nous particulièrement, il y a une demande de logement forte, une exigence sociétale qui est de fournir des logements alors qu'on en manque, et en particulier des logements à des familles ou des ménages qui sont les plus modestes parmi nous. Et on se dit, par rapport à ces grands enjeux-là ou ces grands objectifs, BIM et Lean, dont la philosophie est proche finalement, ça a été rappelé tout à l'heure par Vincent, forcément, ça nous intéresse. Ça nous intéresse, ça a intéressé Lefoucrière quand il a initié tout ça. Et moi, je me souviens d'ailleurs en 2015, quand Yves Lefoucrière m'a interrogé, m'a confié cette mission-là, dans la feuille de route que je lui ai proposée à l'époque, je l'ai relue hier soir. Une des actions proposées, c'était de réfléchir à ça, à l'articulation BIM-Lean, Et d'ailleurs, suite à ça, j'avais rencontré des gens de la FFB 77 en se disant comment on peut avancer là-dessus sur ces sujets. Force est de constater que 8 ans après, on n'a guère avancé sur cette articulation BIM-Lean. Et peut-être, pour rebondir sur la table ronde précédente, moi j'aurais transformé cette question-là. Pourquoi on n'y arrive pas finalement? Ça a été aussi très bien dit en introduction, ce n'est pas des choses qui datent d'hier. Le BIM ne date pas de 2014, ça date, le premier papier d'Eastman, c'est de 1975. Pourquoi aujourd'hui, et pourquoi on est si peu dans cette salle finalement, où on est entre convaincus? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à convaincre nos collaborateurs, nos collègues, nos hiérarchies, nos DG, qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là? On n'y arrive pas, ça ne marche pas. Alors même que c'est prouvé que ça produit des résultats, ça marche. Je discutais avec l'un de nos architectes récemment, je me dis, bah oui, le BIM ça marche, moi je fais du BIM pour gagner de l'argent, ça me fait gagner de l'argent. Pourtant il n'est pas entendu.
Pourquoi on n'y arrive pas? Alors, on peut avancer les arguments de formation, d'investissement. Bon, j'y crois qu'à moitié. Ça, c'est un peu des faux arguments pour se délester de la question. Ça coûte de l'argent, certes, mais il y a des banques pour faire des prêts et pour soutenir l'innovation. Il faut de la formation. Ben oui, mais on a tous des comptes CPF qui permettent de se former. Pourtant, les formations sur le BIM, et je sais de quoi je parle, puisque j'anime une formation sur le BIM avec l'École des Ponts, elles ne se vendent pas. On fait une promo par an, on arrive à avoir 10 stagiaires. Donc, soyons pas hypocrites, on n'arrive pas à vendre une formation, donc c'est pas une question de coût. Moi, je pense que fondamentalement, derrière tout ça, il y a quand même... C'est pas une révolution technologique, ça a été dit aussi tout à l'heure, BIM, c'est pas une révolution technologique, mais c'est, et le Lean s'y rapproche, à mon sens, une révolution culturelle, parce que l'ADN des gens de la construction dont je fais partie, c'est d'abord l'art de la débrouille. L'art de la débrouille. Combien de fois a-t-on entendu, en phase de conception, dans la bouche d'un architecte? Ça, on le verra en chantier, ça. On le verra en chantier. C'est l'art de la débrouille. Et je discutais récemment avec mon homologue chez Bouygues Construction, qui n'est pas une petite boîte. Hein. Il me disait, même chez nous, le compagnon de Bouygues Construction, l'une des plus grosses boîtes mondiales du BTP, mais c'est l'état d'esprit d'un artisan. Et donc c'est une révolution culturelle qu'il faut faire. Moi je suis toujours étonné du peu d'organisations, du peu d'entreprises qui sont certifiées ISO 9001 par exemple dans nos secteurs. Pourtant ISO 9001, là aussi ça ne date pas d'hier, c'est assez simple, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et puis régulièrement remettre tout ça sur la table pour se poser la bonne question sur la façon. Il y a très peu d'agences d'architecture qui sont ISO 9001, il y a très peu de bureaux d'ingénierie qui sont ISO 9001. Et donc c'est ces mentalités-là, qui, au-delà des arguments de ça coûte cher, ce qu'on dit patati patata, c'est cette mentalité-là du débrouillard qui est ancrée dans nos ADN, qu'il va falloir bouger. Et je pense que nos petits-enfants seront encore là dans 60 ans à parler du sujet voilà, pour le faire avancer. Alors merci beaucoup, vous avez évoqué en effet différents sujets, différentes contraintes. Alors déjà dans un premier temps, vous avez pu rappeler en tant que maître d'ouvrage justement les enjeux pour vous, qui sont bien connus, hein, les enjeux justement de qualité, de coût, de délai. Et puis aussi justement cette contrainte et ces points de blocage, cette question de se dire pourquoi est-ce que ça avance pas plus vite, et ça on va y revenir dans la suite. Je pense qu'une des pistes aussi justement pour ce changement culturel, c'est de rendre visible ce qu'on ne veut pas voir, ou de rendre visible ce qu'on ne voit pas, avec derrière cette question justement de qu'est-ce que ça nous coûte justement le fait de ne pas le faire. Et là-dessus, justement, je vous propose qu'on rentre dans cette question alors des gaspillages, des problèmes, des difficultés qu'on rencontre justement dans la situation actuelle, pouvoir consolider ce constat avant d'envisager justement les synergies et ce que peut apporter justement le Lean et le BIM sur la partie exécution. Pour commencer sur la partie planification, je serais content d'avoir l'avis de Nicolas Baudard, qui est manager général chez IMA, cabinet de conseil en All New Construction. Qu'on utilise des plannings conventionnels et même d'ailleurs des méthodologies et des principes de planification collaborative. Quels sont les constats que vous faites justement des gaspillages qu'on a sur cette partie de planification sur les chantiers? Le gros gaspillage, le Lean, l'approche Lean dans la construction tourne beaucoup autour du collaboratif. Donc effectivement, le premier gaspillage, c'est de ne pas réussir à mobiliser tous les acteurs du chantier autour du planning, qui est quand même... le planning, c'est quand même la structuration. Enfin, en prenant l'usine, on va organiser les flux, on va avoir une organisation de nos ateliers, etc. Puis on va dimensionner son système de production et l'organiser pour répondre à une demande client et une demande marché. Le planning, c'est l'équivalent sur le mode du projet de construction, comment faire une feuille de route partagée en fait pour atteindre l'objectif client, remplir l'objectif client, donc le délai, la qualité, etc. Donc c'est hyper structurant. Et la pratique, c'est quand même un exercice un peu souvent de l'homme seul, quoi. Enfin, de l'homme seul qui a toutes les compétences requises sans doute et qui va imaginer ce planning et qui va essayer de le détailler. Alors si le détail, en mode Gantt, on va avoir des grands draps de lit, hein, des trucs où si on veut rentrer dans le détail du zoning, etc., on va multiplier les pages. Et en fait, on va avoir un planning super bien fait, un super planning, mais qui va être connu de personne finalement, quoi, et qui ne va pas pouvoir servir à piloter le chantier parce qu'il est compliqué à lire, il est compliqué à intégrer, etc. Donc la grande force du collaboratif, c'est effectivement de rebâtir cette feuille de route déjà en intégrant les acteurs, ceux qui font, et en construisant cette vision complètement partagée, quoi. Après, l'autre gaspillage qu'il y a dans les plannings de Gantt, c'est les mètres carrés de plancher qui dorment, quoi. C'est les stocks de mètres carrés, on a des grandes barres. Chacun essaie de négocier sa survie sur le chantier, donc négocie la plus grande barre possible, pour pouvoir démarrer quand il peut, parce qu'il n'a pas qu'un seul chantier, donc il a aussi à gérer la multitude de ses chantiers, l'affectation des moyens, donc
Pour pas être dans le rouge, je négocie une grande barre, et une grande barre, ça enferme du vide. Ça enferme du vide, et puis plus la barre est grande, plus le système est instable, moins on arrive à respecter des ordonnancements de tâches qui pourtant techniquement s'imposent pour produire en qualité, pour faire les choses dans l'ordre, pour éviter de faire, défaire, refaire. Donc tout ça, faut arriver à effectivement mettre les gens dans le sens de dire, écoutez, non, on va produire, on va cartographier ce qu'on a à faire, on va cartographier des flux, des enchaînements de tâches, on va microzoner notre bâtiment, et on va essayer d'avoir, à l'instar de ce qui a été inventé avec le gros œuvre, un cycle. Un cycle, on fait un petit peu de verticaux tous les jours, un petit peu d'horizontaux, on n'attend pas d'avoir fait tout un niveau de verticaux pour commencer les horizontaux, donc c'est la même chose, c'est de réduire les stocks, et puis d'avoir des enchaînements rapides, de densifier l'activité, de gérer la coactivité, et de faire des trains qui arrivent à l'heure en partant à l'heure. Donc c'est aussi ça qu'on essaie de changer, c'est cette mentalité de pas être jugé par la date de fin, mais tout faire pour démarrer à l'heure. Et ça, c'est l'affaire, pas que de l'entreprise, c'est l'affaire du maître d'ouvrage, c'est l'affaire c'est tout décisionnel attiré également pour qu'on puisse appliquer la feuille de route et qu'on puisse démarrer à l'heure. Très bien, donc on entend en tout cas l'intérêt justement des approches Lean. Tout à l'heure on pourra revenir justement sur l'intérêt de pouvoir intégrer en plus des synergies justement avec le BIM pour renforcer justement ces gains. Il y a un autre enjeu qui est important sur le chantier, il y a le planning, mais il y a aussi cet aspect de se dire comment est-ce qu'on s'assure d'avoir les éléments pour pouvoir travailler, alors que ce soit les plans, mais aussi justement l'aspect logistique. J'aimerais bien entendre justement Mathieu Raducanu sur ce point-là. Mathieu qui est consultant Lean et BIM chez Linov, qui intervient en tant qu'AMO, mais aussi auprès d'entreprises. Et donc, Mathieu, autour de cette question, justement, sur l'organisation logistique, les installations de chantier, quel regard sur les principales difficultés ? Alors, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a peu ou pas du tout d'organisation logistique. Alors, c'est essentiellement du logement, on va dire 20 à 80 logements, des projets de 20 à 80 logements encore d'états séparés. Et en fait, on n'anticipe pas du tout cette problématique. Et moi, quand j'interviens et que je commence à parler de logistique, on me dit souvent, c'est ce qui était dit par Christophe, « Oh là là, c'est trop tôt, on verra plus tard ». Et puis plus tard, c'est trop tard, parce que c'est des décisions où on aurait pu très facilement prendre en compte en conception ou dès le début du chantier, et après, en fait, c'est trop tard. Le constat, c'est aussi qu'en fait, il y a une organisation logistique individuelle de chacun des acteurs, alors que ça aurait été beaucoup plus simple de le prendre en compte à l'avance avec une organisation mutualisée qui coûterait moins cher et qui serait plus sécure et avec des meilleures conditions de travail. Et puis des conditions de travail justement qui ne sont pas terribles, on parle de base vie. Aujourd'hui, dans les bureaux, on a des très bonnes conditions de travail. Sur les chantiers, il faut voir quand même ce qui se passe, c'est quand même pas terrible. Donc on se plaint qu'il n'y ait pas de féminisation du métier du bâtiment, mais je ne vois pas comment on peut être étonné par rapport à ça. Après, les gaspillages du manque d'organisation logistique, c'est un peu, c'était l'objet de la table ronde que l'association avait organisée l'année dernière. Donc, pour ceux qui étaient là, voilà, du stockage désordonné, des circulaires. Et en termes d'impact, parce que on le disait, il y avait cette difficulté culturelle de se dire en quoi ça impacte justement les entreprises qui à un moment sont les premiers acteurs dans la partie construction qui doivent s'approprier ces sujets-là. En quoi ça leur fait mal justement le fait de ne pas intégrer en amont ces sujets logistiques ? L'impact, c'est la sécurité, c'est les conditions de travail, c'est les coûts, les délais, la qualité. Clairement, en fait, toute l'organisation, tout est impacté au final. Donc, parce que les flux de circulation, les approvisionnements, la manutention manuelle, ça provoque des troubles musculo-squelettiques, des arrêts maladie, une désorganisation des équipes, et donc du planning, donc derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... tout le monde considère que c'est important, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, tout le monde dit la logistique c'est hyper important. Mais c'est pas quelque chose qui est prioritaire, c'est toujours quelque chose qui passe après l'urgent. Et après, c'est trop tard. Ok, très bien, merci. Alors, dans les différentes attentes qui étaient évoquées par Christophe, il y avait aussi justement cet aspect qualité du produit fini. Aujourd'hui, quel est le constat qui peut être fait sur ce point de vue-là, les difficultés qui peuvent être trouvées? Peut-être dans un premier temps, Cécile, et puis après on pourra entendre Stéphane. Alors, Cécile qui est spécialiste BIM et habitat durable chez Tipeee. Donc Tipeee qui est présenté comme la première plateforme technologique du bâtiment durable et donc aujourd'hui présente pour votre expérience justement en tant qu'accompagnatrice et formatrice au processus BIM. Alors, première plateforme, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on fait partie du premier réseau des plateformes de bâtiment durable. C'est ce qui est écrit sur le site. Ouais, je vais voir avec la com.
Alors, en fait, quand j'ai appris la question, je me suis dit, comment je vais pouvoir témoigner de quel est le niveau de qualité sur les chantiers, parce qu'on a à peu près tous notre perception. Et puis je me suis rappelé que j'ai démarré ma jeune carrière à l'agence qualité construction, pour certains, si vous connaissez, qui a un dispositif qui s'appelle SICODES et qui fait du coup le suivi de la qualité de façon beaucoup plus professionnelle que moi. Et je me suis un peu replongée dans ces chiffres en me disant, tiens, finalement, entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, est-ce que la qualité, elle s'est améliorée, ou est-ce qu'on est toujours dans un constat de sinistralité qui augmente? Et malheureusement, en fait, la sinistralité, elle augmente toujours en moyenne de quasiment 6% par an. Donc, malheureusement, ce constat qu'on observe au quotidien, ce que disait Mathieu, avec des problématiques de logistique, d'organisation de chantier, etc. Et du coup, quand on arrive à la réception des ouvrages, des qualités qui sont quand même pas toujours au rendez-vous, en fait, elles se traduisent dans les faits, statistiquement, par en termes d'assurantiel, des augmentations qui sont toujours là. Et moi, ça me fait un peu peur quand je vois que sur un chiffre d'affaires de 130 milliards d'euros que représente le secteur de la construction, presque, je grossis un peu le trait, mais presque 1 milliard est consacré à réparer, à refaire et à gérer la sinistralité dans nos bâtiments. Et tout ça, on le paye collectivement, puisque c'est nos primes assurantielles. Donc en fait, quelque part, on n'a pas encore trouvé le chemin vers un petit peu justement qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens d'une meilleure qualité. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Christophe, on a un peu vécu ces jeunes années du démarrage du BIM en 2013-2014. On était tout fou à l'époque. Où on nous promettait monts et merveilles, que ça allait résoudre toutes les problématiques. Et malheureusement, justement, je pense qu'on n'a pas tout à fait les réponses, mais justement la question c'est pourquoi on n'y arrive pas en fait. Et c'est une question qu'on va se poser tout à l'heure. Je peux rebondir sur ce qu'a dit... Alors très rapidement, dans ce cas-là, je me suis entretenu avec Pierre Poulot, qui est le patron de la maîtrise d'ouvrage chez 3F, qui a quelques mois de la retraite, donc c'est un monsieur vénérable. Je lui disais, Pierre, mais comment tu vois, toi, l'évolution des chantiers depuis que tu as démarré, donc il y a quelques dizaines d'années? Et il m'a dit, je relate texto ce qu'il m'a dit, mais, aujourd'hui, comme quand j'ai démarré, sur un chantier, c'est toujours le bazar, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est pas rangé. Donc en 40 ans, 45 ans, ça n'a pas changé. Voilà. Et la transition va être parfaite avec Stéphane. Alors Stéphane qui, lui, est directement impacté par tout ça et au plus près du terrain. Stéphane qui est dirigeant d'une PME de gros œuvre qui nous vient de Dijon et qui est un pratiquant, alors là, très concret du BIM et du Lean. Et donc, alors vous faites partie du club justement aussi de l'association de construction, donc j'ai déjà eu l'occasion de voir des choses que vous mettez en place. Donc en tout cas, c'est pas là le dirigeant ou l'entrepreneur qui est justement en retard, ou en tout cas qui s'y mettrait pas, donc il sera pas le plus objectif sur le sujet pour représenter la profession, mais en tout cas, même question, d'un point de vue qualité, est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça se dégrade plus autour de vous? On a mis en place le Lean depuis 4 ans, juste pour vous faire un peu schéma rapidement, 4 ans. On est passé du Lean au BIM parce qu'on a commencé une fois qu'on était au bout du Lean, enfin bon, on n'est jamais au bout, mais on a fait 80% du boulot. On s'est aperçu qu'on avait encore des difficultés et je suis content d'avoir entendu tout à l'heure Pauline sur les difficultés des plans et l'architecture et les bureaux d'études. Chez nous aujourd'hui le process BIM est intégré, on reçoit n'importe quel plan 2D, on ne se pose pas la question, on fait la maquette tout de suite parce qu'on étudie ce que disait Pauline, un plateau, une trame de poteau, s'il y a quelques centimètres, on les recale tout de suite, on regarde productivité sur le chantier, qualité. Enfin, juste par rapport à ça, on peut discuter énormément et avec notre bureau d'études aussi, la difficulté c'est qu'aujourd'hui on ne trouve pas d'acteurs qui parlent le même langage que nous. C'est-à-dire qu'un bureau d'études, on a eu beaucoup d'expérience, ça fait 25 ans qu'on pratique les chantiers et tous les cas de figure on les a quasiment vus, donc on peut tout de suite apporter des réponses et les faire valider par notre bureau d'études qui s'intègre dans le processus. Ça permet la qualité. Je suis désœuvré parce que quelque part, je pense que les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas la vision des gains potentiels que ça peut leur apporter. Voilà pourquoi elles ne rentrent pas dedans. Mais en logistique de chantier, aujourd'hui, nous, on planifie. Le BIM nous permet de planifier en gros œuvre, mais ça peut être le zoning, une pièce, mètre carré de faux plafond, mètre carré de sol, approvisionner juste ce qu'il faut. Mais si on n'a pas la surface, si le compagnon n'est pas sur place. Alors, on va revenir justement sur ce sujet tout à l'heure, justement des gains concrets que ça permet d'apporter. En tout cas,
rien que votre présence justement aujourd'hui, puisqu'on entend que même sur des projets qui ne sont pas faits en BIM ou qui ne sont pas faits en 3D, vous commencez justement à le faire directement, ça montre que c'est pas un surcoût et au contraire c'est un vecteur de gain. Là, ça a permis d'étoffer et de stabiliser justement le constat, de se dire qu'en tout cas, bon, ça a du mal à bouger. Alors, on se posera tout à l'heure la question des points de blocage. Mais après ce premier état des lieux, on a la chance d'avoir un universitaire avec nous qui a fait une thèse justement sur le sujet du Lean et du BIM, donc avec Jawed Beladjine, qui est justement enseignant-chercheur au CESI. Est-ce que vous pourriez justement nous faire un petit état des lieux, justement de se dire aujourd'hui, dans l'état de la recherche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est entrepris justement sur ce sujet du Lean BIM? Bonjour, donc moi j'ai pas fait une thèse en fait dans le Lean construction, mais plutôt j'encadre actuellement donc une thésarde avec qui on a monté donc un projet avec l'entreprise ou le groupe Equance sur l'automatisation des plannings à partir de la maquette numérique en utilisant en fait plusieurs ressources complémentaires spécifiques donc, à l'entreprise, telles que les données économiques, les données aussi de localisation, etc. Donc c'est un projet qu'on a monté il y a 4 ans à peu près. Donc aujourd'hui Marois est en 2e année. Comme disait monsieur tout à l'heure, donc nous aussi en termes de recherche sur le Lean, on est un peu seul. Donc même si Lean Construction commence à se développer à l'international, mais ici en France, on n'en a pas beaucoup de travaux de recherche sur ces thématiques-là. Et puis donc le laboratoire Lignac, donc CESI, on a commencé en 2014 par le BIM, avec son arrivée en France, pour voir comment on peut exploiter les données de la maquette numérique et les connecter avec les nouvelles technologies qui arrivent dans le secteur du BTP, donc à savoir la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc le jumeau numérique aussi, qu'on a monté une plateforme d'expérimentation, donc le bâtiment, ce qu'on appelle nous le bâtiment démonstrateur du futur, qui se trouve donc à Nanterre, qui permet, à travers le jumeau numérique, contrôler en fait la gestion énergétique du bâtiment et puis optimiser tout ce qui est facture, énergie, eau, etc. Et aussi en fait prédire la maintenance en fait du bâtiment. Et on a utilisé également le bâtiment pour étudier le comportement en fait, des usagers, qui impacte aussi donc, le fonctionnement du bâtiment. Et puis depuis 2004, on s'était intéressé au Lean Construction parce que sa philosophie ressemble beaucoup donc, au BIM, et les deux se convergent par un seul objectif qui est l'optimisation du projet. Donc on a fait une étude de l'art sur sur Lean Construction, et on a remarqué à peu près une 50aine d'interactions possibles entre le Lean Construction, bien les techniques du Lean et puis les fonctionnalités du BIM. Et puis derrière, donc on s'est posé la question comment justement exploiter cette interaction. Et on a trouvé que la piste la plus prometteuse, c'est la planification collaborative en interaction avec les fonctionnalités de visualisation et de suivi que propose le BIM. Donc voilà, on avance avec Equance petit à petit, donc, dans le but de arriver à la fin à produire en fait un protocole qui permet de générer un planning automatisé de la maquette numérique qui permet de mesurer l'efficacité en temps réel de l'avancement des travaux en phase de chantier. Donc en tout cas, on a vu tout à l'heure justement le constat, qui n'était pas forcément très glorieux, de dire que les choses ne bougent pas forcément très vite, ou pas assez vite. Là, ça permet de voir en tout cas qu'il y a des choses qui peuvent se faire aussi de manière très poussée. Je propose qu'on puisse là, désormais, pouvoir, en prenant les différentes thématiques, que sont justement l'aspect planification, gestion du délai, l'aspect logistique et puis enfin l'aspect qualité, voir justement à un moment qu'est-ce qui peut se faire justement, quelles peuvent être les synergies justement BIM-Lean pour traiter ces problématiques, et puis à chaque fois se poser aussi cette question de se dire mais pourquoi ça se fait pas, pourquoi ça bloque, et donc de pouvoir partager vos regards là-dessus. J'évoquais justement ce sujet planification. Alors Nicolas, avec IMA, vous accompagnez un certain nombre de chantiers justement sur la mise en place de démarches de planification collaborative. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... Alors, on va voir un troisième. Merci.
qui est derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a des projets sur lesquels le BIM est exploité et utilisé justement pour aller plus loin sur ces aspects de planification? Alors, moi, si je commence par exprimer un peu ma conviction et dire ce que je pense. Moi, le planning, en fait, moi j'ai découvert le Lean, j'étais côté entreprise, avant de rejoindre Image, j'étais client d'IMA. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a fait le planning d'un gros projet d'infrastructure de 200 millions avec des gros enjeux, avec des post-it, quoi. Et j'avais vaguement essayé de penser mettre un outil qui s'appelait Tilos à l'époque, on avait fait une formation, tout ça, puis on a abandonné le truc au bout d'une semaine, parce que voilà, on avait créé notre war room de pilotage, on avait agrégé tout le monde autour du projet, et parce que ça marchait, il n'y avait pas besoin de faire plus, quoi. Alors après, si ça n'avait pas marché, ça aurait sans doute été plus compliqué, on nous aurait demandé du reporting, de la traçabilité, des machins, des trucs, etc. Donc là, on a eu la chance que ça marche, donc c'était super. Donc voilà, donc moi le planning, c'est alors c'est une compétence métier, hein, voilà, mais c'est la compétence de l'équipe, tout le monde doit avoir je pense cette compétence sur le projet, et puis c'est toujours pareil, après le capital, c'est de faire travailler les gens ensemble, et de le faire le plus simplement possible. Alors maintenant, il y a des besoins de digitalisation, alors je sais pas, je suis plus sur la digitalisation des pratiques autour du planning que forcément du BIM, enfin dans un premier stade. Sur des petits chantiers, je pense que les post-it ça marche très bien. Après, sur des plus gros chantiers, il va y avoir besoin effectivement de digitaliser parce qu'il faut que les plannings atterrissent dans la poche des gens. La war room n'est peut-être pas forcément accessible, c'est un grand projet, donc il faut pouvoir. Donc là, il y a des enjeux effectivement. Comment est-ce qu'on digitalise? Le Lean c'est bien, mais il y a ce petit obstacle, l'ULPS, c'est justement comment je passe du post-it au. Alors, il y a la tentative de digitaliser ce LPS. Moi, j'ai pas vu de truc qui fonctionnait de manière très fluide encore. Et un lien avec justement la maquette qui pourrait être utilisée à ce moment-là? Un lien avec la maquette, après, c'est effectivement digitaliser ça, puis se dire on va avoir une animation, une pédagogie, on va pouvoir mettre des écrans sur le chantier, peut-être montrer le phasage, l'enchaînement des tâches. Ouais, il y a certainement toutes ces vertus-là à trouver, à mettre en place. Après, la question c'est est-ce que ça résout un problème ou est-ce que c'est un aspect qui est plus gadget derrière tout ça? Je pense que ça peut avoir une vertu. Maintenant, il faut garder la vertu du Lean, du truc chantier-proof où on sort 3 post-it et on arrive à mettre tout le monde d'accord. Donc, avoir un truc digitalisé, il faut déjà que l'écran il marche, on n'a pas la permanence de l'affichage. Il faut faire attention, quoi. Mais il y a certainement des choses à faire. Donc, j'observe, mais j'ai pas vu encore. Alors, il y a justement Stéphane qui, je pense, va pouvoir nous partager des choses intéressantes, parce que je crois savoir en tout cas qu'il y a des choses que vous faites même directement avec les équipes sur terrain. Donc justement, il y avait cette question de se dire, ok, lié BIM Lean, mais en fait, est-ce que c'est le côté gadget ou est-ce que ça peut servir? Je crois que vous faites des choses, donc j'imagine que ça vous sert. Nous, la première des choses, c'est le BIM nous permet de faire le chantier à blanc. Donc c'est-à-dire qu'on décide la maquette est dessinée, on démarre le chantier, on la présente à nos équipes. Alors on met un pied sur le terrain, déjà, on sait ce qu'on fait, et même avant, on intègre nos équipes pour dire sur les problématiques de chantier, comment on peut résoudre les problèmes. Donc ça, là, une fois qu'on est calé là-dessus, on a une gestion de chantier, nous, qui est basée sur des post-it avec des semaines et des planifications de livraison, des choses comme ça, mais bon, on a des camions de livraison de béton, simplement sur des cases, et le fait que ça soit visuel et pour tout le monde sait que tel jour, à telle heure, on aura une livraison. Ça me libère de la place dans le cerveau déjà, et toutes les équipes sont au courant, et je pense qu'il faut faire, il y a une certaine limite entre la maquette numérique et puis le terrain. Le terrain a besoin de visuels simples, rapides, pour comprendre ce qu'ils ont à faire, et les post-it fonctionnent très bien. Alors après, des grands chantiers, parce qu'il ne faut pas raisonner par plateau, avoir des endroits uniquement, traiter cette zone-là par plateau, par zone, et donner de l'information sur cette zone-là, et pas forcément peut-être dans une grande salle où tout le monde ne se réunit pas. Donc le visuel est très important par rapport à ça. Voilà. Ok, très bien. Et donc sur ça, des choses que vous avez mis en place là pour pousser le visuel jusqu'au chantier? Alors, ce qui nous intéresse, nous, par rapport à nos compagnons, c'est les compagnons doivent savoir en un coup d'œil ce qu'ils ont à faire ou la zone qu'ils ont à intervenir. Donc simplement des copies de plans avec des zones de couleurs, on fait de la réhabilitation, on met les zones en couleur où il faut démonter les faux plafonds, les sols, du basique, vraiment du basique, parce que
en un coup d'œil, on n'est pas obligé d'aller sur la table. On est équipé de tablettes aussi, avec tous ces plans-là, mais c'est long, il faut ouvrir l'écran, les voit chargés, tandis que on met un panneau de chantier avec des photocopies simples et des choses simples qui soient accessibles à tout le monde. Et bizarrement, quand on fait la réunion de chantier, on est autour de ces plans-là. Parce qu'on a accès à l'information et j'ai eu le cas d'une équipe, et ben à la fin du chantier, quand on avait terminé, ils ont emmené le panneau, et ben c'était compliqué. C'était compliqué parce que les réunions de chantier ne se faisaient plus autour des panneaux. Il faut venir à des choses simples. Alors, autant le numérique peut nous apporter beaucoup de choses, mais il faut rester pratique, il faut rester ligne, il faut rester maigre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On parlait justement de l'aspect planning, des évolutions de ce qui pouvait être possible, et puis encore une fois se poser la question pourquoi est-ce que ça ne se fait pas plus. Alors il y a le planning chantier, mais il y a aussi des fois la planification de la fin des chantiers, des levées de réserve. Cécile Jolas, est-ce que justement sur cette partie-là, vous avez pu expérimenter des choses, voir des choses qui pouvaient se faire pour justement avoir des synergies entre le BIM, éventuellement des outils du Lean sur des phases de fin de chantier? Alors, les réserves, on a testé plein de choses. On a vécu aussi un petit peu cette mode des outils qui allaient nous aider à résoudre ce problème que constituaient les réserves. En fait, j'ai envie de dire que la conclusion que j'arrive un peu de tout ça, c'est qu'en fait, la meilleure façon de gérer les réserves, c'est de plus en avoir. Parce que finalement, en fait, on a beau avoir tous les meilleurs outils du monde, ça reste un sujet compliqué. Non mais sincèrement je pense que ça reste de toute façon la meilleure voie et je pense que même avec le meilleur outil du monde c'est pas ça qu'il faut arriver, c'est pas comment la gérer mais plutôt comment l'éradiquer. Après les réserves on a essayé des outils parce que finalement on va pas arriver à 0 réserve mais finalement on a testé des choses alors avec maquette numérique, sans maquette numérique parce qu'on dit c'est génial, on va voir en 3D, on va pouvoir géolocaliser de façon précise la réserve en fait il faut arriver avec des outils qui consomment de la data, il faut avoir des maquettes, il faut que tout le monde ait un smartphone compatible. Et puis finalement, en fait, la visualisation en 3D posait plus de problèmes aux gens sur chantier qu'autre chose. Donc, après, on arrive sur des solutions où aussi on est souvent sur des problématiques de tarifs, par abonnement, par nombre de personnes qui se connectent. Et là, la question se pose de qui porte cet abonnement. Parce que on va regarder le maître d'ouvrage peut-être. Et puis le maître d'ouvrage, je ne vais pas payer pour vous. Parce que voilà. Moi je veux pas de réserve. Voilà, c'est à vous de la gérer. Non, mais on est arrivé à des problématiques comme ça. On a fait un partenariat, un projet d'expérimentation avec la FFB et on arrive sur ces questions de qui payait cette solution. Le maître d'ouvrage dit puisque vous avez cette solution pour suivre vos réserves, moi aussi j'aimerais bien y avoir accès, mais il ne peut pas quand même forcément payer pour tout le monde. Donc au final, oui, on n'a pas trouvé la solution et quand vous retapez, de temps en temps je m'amuse à taper solution, outils, réserve, vous en avez, c'est un marché du logiciel pour gérer la réserve où on vous promet en plus plein d'autres fonctionnalités merveilleuses. Non, je pense sincèrement que justement il faut pousser plus la qualité sur les chantiers et faire en sorte qu'on ait quand même de moins en moins à en gérer parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne solution pour gérer les réserves. Ça reste un sujet compliqué, ça reste un sujet long, fastidieux, qui coûte du temps et de l'argent à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas chercher une technologie pour nous aider à faire ça. Et donc justement, sans transition, pour réussir justement à faire davantage bon du premier coup, est-ce que là justement il y a des intérêts justement de pouvoir utiliser ces apports, ce qui peut être fait en amont justement sur des phases de conception pour réussir à construire avec plus de qualité du premier coup? Nous on est convaincus. En fait, il y a aussi un petit peu je ne sais pas, on a parlé de projets d'infrastructure qui sont très importants, mais nous on est aussi sur des petits projets du quotidien, de ce qui fait le BIM en chantier, on ne le voit pas. Enfin, le BIM il arrive, il fait sa vie en conception, alors il essaie de faire sa vie en conception, etc. On arrive au DCE, etc. Bon, allez, au début, tout le monde est un peu... c'est l'euphorie en début de chantier, on est en BIM, etc. Puis tout d'un coup, ça disparaît. Bon, le maître d'ouvrage, il veut quand même quelques livrables intermédiaires. Et puis en fait, il revient en ODE. Mais aujourd'hui, nous, cette phase justement de BIM, on la voit pas tellement. Et justement, on avait fait une petite après-midi de travail avec Olivier et Thibaut sur l'association BIM Lean. Qu'est-ce que ça pouvait apporter? Et aujourd'hui plus convaincu que le Lean est la solution sur le chantier. C'est pas forcément le numérique, mais en tout cas l'organisation, la planification. Alors le BIM en conception, j'y crois.
Enfin, j'en suis convaincue, c'est notre métier. Mais après, c'est peut-être pas forcément la méthodologie qui doit prendre la suite sur le chantier. Elle va être un support de partage d'informations. Mais c'est là où le Lean peut revenir à rapporter justement un peu plus de pragmatisme, un peu plus d'opérationnalité sur le terrain que le BIM ne va peut-être pas forcément avoir. En tout cas, pas aujourd'hui et pas sur des petites opérations. Très bien. Justement, sur cet aspect qualité, tout à l'heure, Stéphane, j'entendais le fait justement de pouvoir s'appuyer à un moment aussi sur du visuel pour expliquer ce qui devait être fait. Est-ce qu'à un moment, c'est pas ça aussi la clé, c'est de s'assurer que les gens qui font comprennent ce qu'ils font pour pas un moment avoir des erreurs qui, oui, la personne qui arrive, l'architecte qui dit mais comment est-ce qu'il a pu faire ça, c'est aberrant. Mais en fait, quand on comprend pas l'ouvrage ou quand on comprend pas le produit fini, des fois ça peut amener justement à faire des erreurs bêtes. Est-ce que là-dessus justement il y a des choses que vous avez mis en place? Ce qu'on a mis en place, nous, alors, concernant les réserves, j'ai ouvert un cahier de chantier et j'ai analysé toutes les problématiques qu'on pouvait avoir d'exécution de malfaçon ou un problème de communication de plan, d'erreur de plan. Et à la fin, au bout de 6-8 mois, j'ai repris mon cahier, j'ai fait 2 colonnes. Une colonne erreur de compétence du compagnon parce qu'il n'a pas su lisser un seuil, il faut recommencer. Ou erreur d'emplacement d'une porte parce qu'on n'avait pas le bon indice de plan. Toutes ces choses-là, donc, et dans les 2 colonnes, on s'est aperçu que je me suis aperçu 20% d'erreurs de compagnons, 80% d'erreurs de communication, de plan, de mauvaises informations. Et c'est ce qui nous a amené au BIM. Je pense que les entreprises aujourd'hui ne savent pas chiffrer le coût des réserves, les réserves sur les appartements. Je pense que si une entreprise s'attaque un petit peu à la récurrence de ces réserves-là, elle a tout intérêt à anticiper ces facteurs-là, former son personnel ou d'attirer. Mais c'est tout un phénomène de communication au sein de l'entreprise et puis de valorisation des gars, parce que quand les gars il faut qu'ils refassent un mur parce que il y a une éraflure dessus, ça devrait pas faire l'objet d'une réserve. Ça devrait être traité avant. Voilà. Et donner les clés, de fermer l'appartement, savoir que cet appartement-là est livrable. Voilà, mais il faut accepter de se remettre en cause et de se dire qu'on ne peut plus travailler comme ça. Et demain, notre personnel sur les chantiers ne veut plus travailler comme ça. On n'a plus de main-d'œuvre et ça va être très compliqué. Donc si nos entreprises ne rentrent pas dans ce schéma-là, ça va être on va continuer la descente aux enfers. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Tout à l'heure, dans la première partie de constat, c'est Mathieu qui évoquait justement le fait de se dire que sur la partie logistique, on se disait oui, on le traitera plus tard, et puis au final, on le traitait jamais. Je sais qu'avec Innov, il y a pas mal de choses qui se font justement sur l'exploitation de ce qui peut être fait en phase de conception pour anticiper au maximum la logistique. Est-ce que c'est possible de nous en parler? Oui, évidemment. Merci. Donc oui, alors les méthodologies Lean sur la logistique, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on va anticiper les flux, on va essayer d'anticiper les approvisionnements. La démarche collaborative, tout le monde est d'accord. En fait, il suffit de quelqu'un pour insuffler le truc. Si on arrive en préparation de chantier, on va parler de logistique. Tout le monde est autour de la table, et là, tout le monde va identifier ses besoins et va dire ah bah tiens, on a les mêmes besoins. On va pouvoir mutualiser un télescope, un échafaudage, tiens, la zone de circulation. Et en fait, tout le monde a des bonnes idées. Donc ça, on fait ça en méthodologie Lean, ça fonctionne très bien. L'intérêt, alors pas forcément du BIM, mais de la maquette numérique, peut être très forte, dans le sens où on va pouvoir, en conception, simuler des choses, simuler des flux de circulation, piétonne, véhicules, des approvisionnements. Ça va nous permettre de dimensionner, que ce soit à l'intérieur des logements ou autour du chantier, de mieux visualiser les dénivelés qui peuvent poser problème. Et ça va nous permettre finalement d'anticiper le meilleur emplacement pour la base vie, les meilleures zones de circulation possibles, et de bien décrire ce qu'on va avoir besoin dans les pièces écrites, justement pour que ce soit prévu à l'avance. Derrière, sur la partie chantier, ce qui va marcher finalement, c'est le côté collaboratif avec les gars. On va pouvoir leur montrer. Et donc, ils vont pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qui est prévu. Et eux, ils ont l'expérience. Ils vont nous dire non, ça va pas marcher. Ça, on va pouvoir changer. Ça, il vaudrait mieux faire ça comme ça.
Et c'est grâce à ces premières simulations qu'on va pouvoir leur montrer, eux, ils vont pouvoir adapter finalement la logistique. Et derrière, on va pouvoir sensibiliser tout le monde par de la visualisation, et on va pouvoir faire en sorte que ce soit respecté. Si je peux intervenir sur pourquoi finalement on fait assez peu ça. C'est la question suivante que j'allais poser. Voilà. Parfait. Quand on fait des études logistiques, on calcule le coût et le gain potentiel. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément d'erreurs sur les deux volets. D'ailleurs, je propose de faire une thèse là-dessus à quelqu'un. Aujourd'hui, quand on calcule les coûts, enfin le surcoût lié peut-être par exemple à l'installation de chantier ou à une logistique un peu supplémentaire, on fait plein d'erreurs. Il y a des choses qui sont mises dans des surcoûts qui en fait sont des obligations réglementaires qui n'étaient jamais financées jusque-là, et on considère que c'est un surcoût. Et dans les gains, on oublie plein de choses. Et en fait, on a beaucoup de mal à estimer ce coût, ce gain, et forcément, le retour sur investissement, il est mal évalué, et donc on se dit, ouais, non, enfin, ça me paraît pas important. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, peut-être d'études là-dessus, sur comment réellement avoir des vraies informations chiffrées sur ces sujets-là. Dans la continuité de cette question, peut-être Stéphane, justement, pourquoi est-ce que les confrères s'y mettent pas plus? Est-ce que c'est quoi les blocages qui remontent justement pour se dire pourquoi est-ce que ça bouge pas plus vite? On voit qu'il y a tout un intérêt, que ce soit sur les approches lean, les approches BIM pour certains points, on l'a bien dit, de ne pas chercher à aller trop loin et de vouloir résoudre des problèmes, mais pourquoi est-ce que justement vous vous trouvez bien seul dans ces démarches-là? Parce qu'on est en permanence dans un flux où on ne veut pas prendre de recul. On ne sait pas se poser à un moment donné, regarder un petit peu notre entreprise, comment elle fonctionne. Se dire que c'est toujours une fuite en avant, on s'occupera de ce problème-là demain, et ainsi de suite, et on ne le fait jamais. Donc il faut changer un petit peu de paradigme, et de se dire qu'on peut construire autrement, et c'est possible, et avec la maquette, avec le recul que j'ai, moi j'ai complètement changé le regard de l'acte de construire grâce à la maquette numérique. On met en place des choses qui sont très bien, et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il faut intégrer les gens du terrain dans ce schéma-là. Ils sont demandeurs parce que c'est eux qui savent, parce qu'ils le font. Celui qui fait, il sait. Et dès et ça va loin parce que on reflètera ça. On parle de data, mais ce qu'il y a aussi dans la maquette numérique, c'est qu'on refait pas à chaque fois les mêmes choses. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une réponse sur un chantier. Quand on fait le même type de travaux, on ressort la maquette et on a l'information tout de suite. En 2 clics, on peut revenir sur ce qu'on a déjà fait, et ça, c'est un gain de productivité qui est déjà énorme, parce que on sait ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, et on sait le retrouver. Tandis que dans des dossiers, dans les archives, on n'a plus le temps, on ne sait pas où c'est, et voilà. Et pourquoi? Je ne sais pas, la peur de changer. Je répète, on l'a dit, chez mon projeteur BIM qui est là en permanence à l'entreprise, je voulais le développer pour avoir un bureau d'études, mais ça nous suffit amplement pour mes 3 équipes sur le terrain. Donc on dessine des plans vraiment d'exécution, et ça nous apporte beaucoup. Voilà. Et derrière ça, on essaye de faire la logistique de chantier, c'est-à-dire que quand on collise nos camions, on fait des surfaces, on fait des surfaces de plancher avec des couleurs pour voir les chargements des camions. Mais la logistique derrière en industrie n'est pas prête, parce que justement on voudrait déclencher le juste à temps pour la production en usine. Mais ils sont encore pas prêts, eux, ils sont plutôt dans un schéma de flux tendu, flux poussé, et on a des réticences. Il y a certains fabricants qui commencent à s'y mettre, mais ils sont très très peu. Voilà. Et donc justement, dans cette question de l'intégration à un moment aussi de ceux qui sont en aval et en amont, et notamment les fournisseurs, est-ce que certains souhaitent réagir justement sur cette question, de se dire est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire, des actions, des choses à partager dans le lien entre le chantier justement et ses fournisseurs, pour exploiter un moment juste toute l'information qu'on peut avoir, parce qu'on se disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui existent mais qu'on n'utilise pas. Est-ce qu'il y a des pistes, ou est-ce qu'au final c'est un faux problème? Nous on travaille sur des maquettes logistiques, et donc on essaie d'intégrer un certain nombre d'informations dans les installations de chantier, les moyens de manutention, les basiques, etc. Aujourd'hui, moi les fournisseurs, j'ai commencé à travailler sur le BIM vers 2014, et ils proposent des objets, mais c'est de la 3D quoi. En fait, ils proposent un objet visuel. Alors c'est bien, c'est mieux que rien, la 3D c'est super, mais on n'a pas, et il faut soi-même aller intégrer de l'information. Moi j'ai pas les compétences pour intégrer de l'information dans des logiciels, quoi.
Donc il faut trouver quelqu'un qui soit capable de le faire. Et c'est assez compliqué, donc s'ils peuvent travailler là-dessus, ça pourrait être intéressant. Sur le BIM, là, on l'a dit tout à l'heure, il y a un trou dans la raquette, quoi. Le BIM est très présent dans la conception, il ressort pour le DOE, et puis dans la phase d'exécution, moi je suis profane, hein, mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'il ne survit pas dans la phase d'exé, parce que la maquette, elle n'est pas suffisamment précise pour permettre aux gens de travailler avec, enfin, de passer une commande, de décrire la matière, etc. Donc on a un problème d'arriver à une définition suffisamment riche pour qu'il y ait des usages dans la phase d'exécution. Et pourtant, moi, la vision du BIM et du Lean et de la logistique, en fait, dans la vision un peu futuriste, ce serait de dire, il se rejoint sur le BIM 5D, en fait, quoi. C'est comment pouvoir gérer de la nomenclature de produits. On a des plannings Lean micro-zonés, donc on va pouvoir définir par zone, par matière, suivant effectivement notre planification, tirer cette matière en flux tiré, justement, quoi. Et donc c'est là que les deux pourraient se rejoindre, mais pour ça, il faudrait effectivement avoir une montée en gamme de cette maquette d'exé, qui est toute la richesse des détails qui permettent de déclencher des ordres d'approvisionnement. Voilà. Et donc pour ça, comme pour le reste des sujets qu'on a évoqués, pour vous, pourquoi est-ce que ça prend aussi peu? Pourquoi est-ce que ça patine? Est-ce que vous avez un regard justement sur les causes? Alors, toujours en profane, j'ai l'impression qu'effectivement d'arriver à ce niveau de détail sur le temps du projet et sur chaque projet, c'est compliqué. En fait, il faudrait presque sortir... Alors, je pense à ça parce que j'ai échangé, on travaille un peu avec Dassault, et en fait, ils sont sur du BIM génératif, en fait. Comment arriver à créer, à décomposer un projet en fonctions et avoir des fonctions suffisamment riches qu'on puisse implémenter dans la maquette directement avec un niveau de détail. Et ces fonctions, en fait, elles embarquent des règles techniques, du savoir-faire, et donc ça permet très rapidement de pouvoir rentrer dans un niveau de détail suffisant. Et en fait, tout ça, c'est de sortir justement cette élaboration-là du temps du projet et du temps sur chaque projet, en fait. Donc d'avoir quelque chose, effectivement, de plus du méga-BIM, j'en sais rien, comme du méta-BIM, pardon, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais qui puisse effectivement s'appliquer beaucoup plus facilement et réduire le problème du coût et du temps pour parvenir à cette définition-là. C'est sûr que l'équilibre n'est pas forcément toujours facile à trouver entre le coût de la solution et le coût du problème qu'on veut résoudre. Si à un moment la solution devient plus coûteuse que le problème, s'il faut il le y a pas développer sur d'intérêt. chaque projet, ça semble trop coûteux, effectivement, aujourd'hui. Et donc là-dessus, toujours sur cette même question de pourquoi ça prend aussi peu, est-ce que Cécile, justement, vous avez un regard sur ce point-là? Vous qui avez quand même un regard un petit peu extérieur, justement, au secteur? Je vais juste rebondir sur la question des fournisseurs, parce qu'il y a un petit fournisseur qui s'appelle Placo qui s'était lancé dans l'aventure il y a quelques temps avec Placo BIM, en disant je vais faire un service, vous allez voir, je vais accompagner les plaquistes, ils vont me donner leur maquette numérique, et puis moi je vais faire tout le calpinage, et puis en fonction des différentes problématiques, je vais vraiment leur faire un petit calpinage aux petits oignons, Pour limiter les pertes. et puis aussi tout ce qui est logistique, où ils mettent les plaquettes. Bon, voilà. Placo BIM, aujourd'hui... c'est pas la priorité de Placo, je pense. Non, il y a un vrai sujet. Enfin, je veux dire, ces sujets d'approvisionnement, de gestion, logistique d'apport, logistique, de planification, où les fournisseurs peuvent aussi apporter des solutions, ça n'a pas fonctionné parce que déjà c'est un service payant. On paye 4 à 5 000 euros en plus pour un plaquiste, donc lui il n'a pas de rentabilité sur ce surcoût qu'il va mettre. Donc il y a une vraie question. Pourquoi ça ne marche pas je sais pas, je vais me tourner vers toi, mais peut-être qu'il faut aussi le dire, je pense qu'on va peut-être aussi trop vite. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Les maîtres d'ouvrage, je te regarde, souvent on nous dise faut aller vite, hein. Et puis mon projet il doit être livré pour telle date. Mais c'est vrai, et moi je pense que les discours, je ne le croise pas, mais notre président quand il dit il faut aller vite, pas cher et mieux, non, on voit que la sinistralité, elle augmente. Non, je pense qu'il faut arrêter d'aller trop vite. On ne peut pas construire des centres aquatiques aujourd'hui, tel qu'on le voit nous dans des petites communes, dans des temps aussi ridicules, où en fait il y a des impératifs politiques, où il faut sortir tant de mètres carrés de logement pour les JO. Alors il faut y aller et on est dans des impératifs délégués. Non, mais il faut dire les choses. Enfin, faut pas... Le BIM et le Lean ne vont pas résoudre des problématiques qui sont liées à des temps de conception et de chantier qui ne sont pas là. Voilà. Donc je pense que tant qu'il y a aussi un constat qu'il faut les conditions qui sont propres pour que ces outils soient pleinement efficaces, là oui, le BIM ça prend du temps, le Lean ça prend du temps, et ce temps aujourd'hui on l'a pas. Voilà. Donc moi je
c'est peut-être quelque chose qu'il faut pas dire. Et je pense que, et on le dit aux maîtres d'ouvrage aussi, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est pas décent de faire des temps de conception et de chantier aussi courts. Voilà. Et que finalement, la qualité de l'ouvrage que vous allez recevoir, elle est quand même très fortement conditionnée par ça. Et vous aurez même toutes les technologies du monde, tant qu'on ne se pose pas pour dire quel temps il faut, eh ben, on n'y arrivera pas. Juste sur l'exemple de Placo, le frein aussi, ça peut être que bon, Placo, ils font de la prescription, etc. Mais au final, leurs clients, c'est les entreprises corps d'État. Et donc le frein, c'est qu'ils n'arrivent pas à adresser le chantier, le projet. Et dans ce que vous dites sur mettre du BIM Placo, bah, effectivement, c'est compliqué pour le plaquiste de mettre cet impulse-là dans un projet si c'est pas aussi dans la tête de ce... Déjà, il faut que le plaquiste ait une maquette à donner pour Placobim. Non, mais donc il ne peut pas relever ça tout seul, quoi. Donc, non, il ne peut pas le faire tout seul, et puis en plus, il va le payer, il va le supporter, et puis il ne pourra pas le valoriser. C'est difficile. Alors, on a commencé avec Christophe, je propose qu'on termine également avec lui avant de prendre des questions du public. Alors, à la fois, je vous laisse réagir justement à ce qui a pu être dit, justement aussi votre regard sur les causes. Et puis, le fait justement que vous le disiez chez 3F, vous êtes aussi propriétaire, pouvoir éventuellement juste conclure aussi sur où ce que vous pouvez tirer de tout ce qui est fait en amont sur la partie conception. Alors, on disait des fois, il y avait un petit peu un vide sidéral jusqu'au DOE, mais en tout cas, se dire comment est-ce que vous servez de tout ça pour prolonger jusqu'à la fin de la durée de vie du bâtiment. Bon, c'est dommage que ce soit fini parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Enfin, ça passe trop vite. Pour réagir sur ce que dit Cécile, oui, il faut donner du temps au temps, à la fois à l'échelle d'une opération. Bon, on essaye de le faire, mais c'est pas toujours simple. J'ai lu récemment un appel d'offres d'un de mes confrères qui, effectivement, grâce au BIM, disait-il, on va réduire les délais. Non, enfin, pas aujourd'hui en tout cas. Donc donner du temps à l'échelle d'une opération, à l'échelle d'un projet, puis se donner du temps collectivement pour faire migrer cette filière, hein, c'est de ça dont il s'agit. Et ce dont on a parlé là pendant cette heure de table ronde, on a esquissé des perspectives, hein, parce qu'il ne faut pas non plus fantasmer l'état de maturité et de maîtrise de tout ça par la filière, par les acteurs. Enfin, le BIM 4D, le BIM 5D, c'est aujourd'hui des choses qui sont dans les laboratoires du CESI, mais qui ne sont pas dans la vraie vie. Hein, c'est pas dans la vraie vie. À titre d'exemple, hein, pour parler de la vraie vie justement, on a ouvert hier une maquette d'un projet tout bête, hein, 20 logements à Pantin, hein, en BIM. Donc on a reçu la première maquette de l'architecte en IFC, on est en Open BIM. Donc il y a le bâtiment, puis il y a des trucs qui volent dans l'espace, quoi. On est en 2022, et donc on n'arrive même pas encore aujourd'hui à récupérer une maquette archi propre. Et d'une part, et d'autre part, c'est nous, maîtres d'ouvrage, qui, quand on ouvre l'IFC, on constate qu'il y a des trucs dans l'espace, quoi. Donc, dans la chaîne de production de cette maquette, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas fait son job, qui est d'ouvrir l'IFC avant de l'envoyer au client. On parlait tout à l'heure des pistes de gaspillage, peut-être qu'il faut supprimer les BIM managers, hein, parce qu'à quoi ils servent s'ils ne sont pas capables d'ouvrir un IFC, de regarder qu'il est à peu près correct avant de l'envoyer. Le BIM management, on paye 1% du montant des travaux, à plus ou moins 0,2. C'est pas négligeable quand même, hein, dans un secteur qui est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt contraint budgétairement. Donc quand je mets 40 000, 50 000, voire parfois beaucoup plus euros sur une opération, ben, j'attends au moins de la part du BIM manager qu'il ait regardé la maquette IFC avant de m'envoyer. Sans parler des maquettes archi ou structures qui ne sont pas géoréférencées. Enfin, le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Et donc moi j'ai deux gars, là, enfin un gars et une nana dans l'équipe, qui font du contrôle technique de maquettes. Le maître d'ouvrage contrôle que les maquettes qu'on reçoit soient bien modélisées, bien renseignées, ça on les a jamais. On a fait le calcul, en moyenne, pour les données qu'on demande, et on n'est pas hyper exigeant en termes de données, on a 30% de ce qu'on demande. Les maquettes sont remplies à hauteur de 30%, et je ne demande pas la Lune, hein. Enfin, je vous montrerai le cahier des charges BIM de 3F, c'est pas la Lune. On n'a seulement que 30% des données qu'on demande. Bon. Donc il y a quand même un souci quelque part. Alors, fermons la parenthèse et venons-en à l'exploitation. Alors l'exploitation, c'est le vrai sujet, ça pourrait faire l'objet d'une autre table ronde. C'est le sujet. Alors on a l'habitude, nous, de faire très régulièrement, tous les 2 ans, une enquête auprès de nos locataires. Et c'est le sujet, alors il y a tout un tas de questions. Bon. Et c'est la question sur laquelle on se fait taper dessus depuis des années et des années. Enfin, la qualité du suivi des interventions dans les logements, alors c'est 3F, mais c'est la filière en général,
les gestionnaires de logements HLM, on se fait tous, on a un taux de satisfaction. Alors, on a tous une part de responsabilité là-dedans. Nous, bien évidemment, puisque c'est nous qui réceptionnons le problème du locataire, qui le retransmettons au prestataire, c'est le prestataire. Et c'est des choses assez basiques qu'on n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, c'est capter la demande du locataire, j'ai ma douche qui fuit, transcrire ça de manière un peu intelligente pour que ce soit compréhensible par le technicien chez Dalkia, Proxyserve ou les autres, qu'il arrive chez Madame Dupont au bon moment, à la bonne heure, parce que Madame Dupont a pris sa demi-journée pour pouvoir attendre le plombier. Bon, et elle n'est pas contente s'il n'est pas là, bon, et ça arrive tous les jours. Que le plombier fasse sa réparation la première fois, qu'il ne soit pas obligé de revenir parce qu'il n'a pas pris la bonne pièce. C'est un cas perso, ça, mais c'est un autre problème. Voilà, donc c'est comment on met en place ces flux d'informations entre l'émetteur de la réclamation, ou de la demande, on va positiver les choses, de la demande qui est le locataire, le gestionnaire, le prestataire, et ça dans un délai court, raisonnable. Bon. Et on est typiquement sur ces questions de ligne de transmission finalement d'une information entre les différents acteurs pour produire un service qui soit de bonne qualité. Et là-dessus, uniquement pour boucler la boucle, donc il y a énormément de projets maintenant où vous avez justement une maquette BIM qui a été réalisée. Est-ce qu'elle est utilisée derrière parce que vous prenez le temps justement de la remettre en conformité s'il y a des choses qui ne vont pas? En quoi est-ce que vous l'exploitez après? Alors oui, là, ça pourrait faire mais en 30 secondes. 30 secondes, ouais. Donc nous on fait du BIM en conception, on en fait parfois en exécution, mais quand le contexte s'y prête. Bon, mais pour autant, c'est pas la maquette qui est produite sur le projet qui sert à alimenter notre BIM exploitation. On a un BIM exploitation, on a un outil de BIM exploitation, on a modélisé 120 000 logements, 7 millions de mètres carrés, donc on a tout ça dans les bases de données. Pour autant, pour aujourd'hui, par exemple, un programme neuf qui est livré, on n'utilise pas du tout la maquette parce que l'outil BIM exploitation, on ne va pas le nommer là, l'outil BIM exploitation qu'on utilise, même si l'éditeur nous dit qu'il est IFC compatible, dans les faits, ça ne marche pas. Donc on redessine finalement dans l'outil BIM exploitation à partir des plans des WG et du fichier Excel qui contient les 50 données dont on a besoin pour faire du BIM exploitation. Bon, fermons la parenthèse. Et oui, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais demain, quand on voudra émettre un bon de commande pour une intervention chez Madame Dupont qui a une fuite, on espère pouvoir mettre dans le bon de commande que ça concerne Madame Dupont à tel moment, mais que c'est tel système de douche, que c'est de telle façon que le plombier ou l'électricien ou le chauffagiste, il ait les informations utiles pour préparer son intervention. Mais ça, c'est pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain. Ok, très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que nous avons une ou deux questions dans l'auditoire avant notre matinée? Allez, une question au second rang de Séverine. Juste des petites réactions, pas des questions, mais sur le pourquoi, parce qu'on en a aussi des entreprises qu'on a accompagnées sur le Lean, alors pas sur le BIM, on espérait, mais voilà, pas encore. Et sur le Lean, on a senti un essoufflement, enfin un espoir au début par rapport au Lean, et puis tout de suite, ça s'est essoufflé ces dernières années, depuis 2015. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un sentiment d'isolement assez régulier de la part des chefs d'entreprise, parce qu'effectivement rattrapé par plein d'autres problématiques. Et du coup, au début, tout l'enthousiasme qu'ils avaient mis en place et toute l'énergie qu'ils avaient mis en place est passé à l'as, parce que rattrapé par les nouvelles réglementations, parce que effectivement problématique de personnel qui sont partis et qui n'ont plus la problématique, qui ne sont plus dans la démarche Lean, qu'il faut du coup reformer, réaccompagner. Ils n'ont pas pris le temps de capitaliser, du coup, donc ça c'est un vrai problème, la capitalisation sur leur personnel, sur aussi l'amélioration continue. J'apprécie effectivement la problématique de tableau sur lequel vous mettez effectivement tout ce que vous avez pu recenser comme problématique, soit compétence du collaborateur, mais ça tout le monde ne le fait pas, et ça c'est bien à un moment donné, je pense, c'est une problématique. Donc voilà, partant de ce principe-là, j'ai tout dit, j'ai rien dit, mais en tout cas c'est le reflet des entreprises, et notamment des petites entreprises.
le pourquoi, effectivement, elles n'y vont pas. Mais je pense qu'il y a une piste, c'est effectivement les aider à capitaliser, ou en tout cas les inciter à capitaliser. Ça, c'est une première chose. Et puis, je pense qu'il y a une petite piste aussi, et ça, on y tend, en tout cas, on essaye avec les maîtres d'ouvrage et l'ensemble de la filière, c'est de travailler effectivement la problématique conception-réalisation sur n'importe quel type de projet, et pas simplement des gros projets, y compris les petits projets, parce qu'effectivement, en travaillant ensemble, et vous l'avez dit, hein, peut-être en associant aussi les fournisseurs, à un moment donné, on va pouvoir anticiper la problématique d'approvisionnement, on va pouvoir aussi être effectivement un petit peu plus rassuré en tant que chef d'entreprise sur voilà, je vais pouvoir m'approvisionner à temps, je sais que la demande du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, on s'est mis d'accord, voilà, je ne la prends pas après, et puis j'essaye pas du coup de mettre en place voilà, une offre, voire des variantes qui voilà, me font perdre du temps. On travaille ensemble le projet. Donc ça, c'est pas facile, parce qu'il y a des problématiques d'appel d'offres, des règles juridiques, voilà, qu'il faut essayer de lever. Mais en tout cas, ça, c'est un point, à mon avis, important. Et puis, effectivement, peut-être rassurer, encore une fois, les entreprises, parce que finalement, on a toujours eu cette habitude d'être débrouillard, hein, mais aussi de se faire taper sur les doigts à chaque fois qu'on venait en réunion de chantier. Donc, on a peut-être aussi envie, côté chef d'entreprise, j'imagine, mais eux aussi, hein, de se mettre en ordre de marche pour ça, de travailler en confiance. Voilà. Je voulais rebondir là-dessus. On essaye de mettre en place une démarche alliance, c'est-à-dire qu'on fait intervenir un certain nombre d'entreprises pendant la conception pour qu'elles nous apportent leur expérience sur les aspects logistiques, techniques, de planification aussi. C'est quelque chose qui, moi je trouve ça très prometteur. J'ai fait quelques projets comme ça, mais qui fait très 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 peur à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, et qu'on n'arrive pas à standardiser, qu'on n'arrive pas à développer plus que ça. Et c'est peut-être une piste de solution d'intégrer les entreprises aussi pour qu'elles puissent nous apporter leur expérience dès la conception. Merci Mathieu. Une question au fond de Paul. Alors, il y a Stéphane et Nicolas qui nous ont parlé d'une difficulté qu'on a, c'est que la précision de la maquette, aujourd'hui, de la maquette numérique, n'arrive pas jusqu'à un détail utile pour le chantier, par exemple, qui permettrait d'avoir une vue aussi puissante, par exemple une vue éclatée pour assembler un moteur, hein, un truc comme ça. De l'autre côté, on avait Cécile et Christophe qui nous ont parlé de la difficulté de réaliser cette maquette parce qu'on manque de ressources, tout simplement. De la faire. Alors question, est-ce que des leviers pour aller là-dedans, est-ce que ça serait pas soit de standardiser la façon dont on va jusqu'au bout de la maquette en se disant si on veut aller vraiment jusqu'au détail du détail, on le fera toujours comme ça. Est-ce que cette évolution elle doit pas se faire peut-être par les fournisseurs du logiciel qui doivent fournir des solutions clés en main pour automatiser tout ça, parce qu'on n'aura jamais les ressources, donc à un moment on va devoir automatiser tout ça. Qui souhaite répondre? Moi j'ai tout dit ce que je savais. Je reviens là-dessus. Comment on peut faire? Simplement, il faut associer les gens. Il faut associer les gens de terrain. Et la difficulté, on peut demander à Revit qu'il nous fasse des standards. Sauf que chaque entreprise a ses méthodes de travail. Je le vois chez nous, ça m'arrive d'arriver à extraire un plombier du chantier et puis de me dire tiens, là on a un réseau, comment tu fais? Il me dit non, forcément c'est pas comme ça qu'on l'a dessiné, mais c'est par le biais de cette expérience-là, si on fait venir des gens de terrain dans nos bureaux d'études et qui nous expliquent comment sur le chantier ils font, et voilà, le schéma d'une colonne, les piquages, l'électricien a plus l'habitude de passer ici ou là. Si ça, chez nous, on commence à le capitaliser, et dès que je décroche le téléphone et tiens, on commence un nouveau chantier, je sais que c'est ce plombier-là, on parle d'association d'entreprise. Aujourd'hui, je suis content parce que avec la maquette numérique, on arrive à les faire venir et ils nous donnent leur expérience, et simplement le fait de les faire venir, on leur fait leur plan de réservation, on leur fait leur plan de canalisation, et en fin de compte, au lieu de passer 15 jours à avoir des plans et puis de tourner en rond, on a réglé le problème en moins d'1 heure et demie. Voilà. Mais ça va être compliqué, on peut capitaliser des savoir-faire dans une maquette. Simplement, elles seront liées à chaque typologie d'entreprise et au savoir-faire des entreprises.
Oui, je profite rapidement, mais pour rebondir sur les deux remarques d'avant. Je pense que de constater que le BIM et le Lean se conviennent très bien à la conception-réalisation, c'est pas forcément ce à quoi on doit aller. Je ne pense pas. Mais c'est la limite de l'exercice de dire, je prends exemple sur l'automobile, sur l'aéronautique, etc. On ne fonctionne pas comme ça. Une entreprise, c'est pas celui qui met en œuvre le produit de l'industriel. C'est pour ça que ça bloque sur Placo BIM, justement. C'est que la richesse du projet de construction, c'est que l'entreprise elle-même, Stéphane Clerc, quand il arrive sur un chantier, il apporte son expertise. Et il dit, vous aviez pensé à ça, nous on peut le faire autrement, on peut peut-être gagner du temps ou de l'argent, préférablement les deux. On peut le faire mieux et plus vite, ou voilà. Et si on coupe ce circuit de neurones en fait, qui se passe autour du projet, vous dévaluez de fait la valeur du projet, et donc la valeur des acteurs, etc. Donc vous allez à rebours des fameux objectifs dont parlait Cécile tout à l'heure, de construire mieux, plus vite et moins cher. Mais il faut avoir en tête qu'on n'est pas une industrie, il n'y a pas le grand patron Renault qui va dire maintenant toutes les Twingo elles vont être faites comme ça. Et non, à chaque fois il y a un Christophe Leroux qui est là, puis il a un nouvel architecte, et puis Christophe Leroux il a un autre architecte après, et c'est une nouvelle équipe, et c'est un nouveau projet, et donc c'est un nouveau prototype. Donc on est tout le temps dans ces méthodes-là. Et à la fin, le fait de vouloir trop rationaliser, trop industrialiser l'industrie de la construction, c'est exactement ce qui a donné naissance aux fausses promesses qui ont été faites pour le BIM à l'époque. En disant, bah oui, vous voyez bien que Airbus a gagné de l'argent, Ariane a gagné de l'argent, Renault a gagné de l'argent en faisant ça, et ouais, mais nous on ne le voit pas. Donc c'est aussi pour répondre à la question qu'il y avait au début sur le pourquoi, parce que ça ne fonctionne pas pareil. Je vois Christophe peut-être pas pour réagir sur ce que dit Benoît, auquel j'acquiesce, mais pour revenir sur des choses qui ont été dites lors des deux tables rondes, à savoir, c'est le maître d'ouvrage qui doit tirer les manettes, tirer les ficelles. Manque d'input, mais oui, certainement, mais n'attendez pas tout du maître d'ouvrage, finalement. Et attention au message qu'on fait passer. La filière de la construction n'adoptera pas le BIM uniquement parce que le maître d'ouvrage dit qu'il faut y aller. L'expression n'est pas de moi, elle est d'un ami. J'aime bien cette notion de BIM égoïste. C'est-à-dire chaque acteur au sein d'un projet doit trouver son intérêt au BIM. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre, parce qu'elle va pouvoir fiabiliser ses études, parce qu'elle va pouvoir faire des gains de productivité, même si le maître d'ouvrage ne demande pas de maquette numérique. Elle a intérêt, la maîtrise d'œuvre, à fonctionner en BIM. Idem pour l'entreprise. Donc tout ne viendra pas du maître d'ouvrage. Je vais même aller plus loin, Christophe, c'est que, en fait, améliorer la qualité d'un bâtiment, c'est très difficile comme message. Hein. C'est-à-dire qu'avant, vous ne faisiez pas bien. Hein. Donc demander plus d'argent à la maîtrise d'ouvrage pour faire bien le boulot, c'est compliqué comme débat. On fait payer notre incompétence. Oui. Et c'est la même chose dans le Lean. Il y a deux objectifs. Hein. Il y a la maîtrise du projet pour le maître d'ouvrage, et puis il y a la productivité des entreprises ou des acteurs qui interviennent. Hein. C'est deux objectifs qui sont séparés, mais qui se rejoignent finalement pour un objectif commun. Nous, on fait du BIM égoïste. Alors on va s'arrêter ici pour ne pas exploser le timing de la matinée. Je remercie chaudement en tout cas tous les intervenants qui ont participé sur la matinée. Et puis juste avant qu'on se lève, je vais laisser, juste avant qu'on s'échappe tous, je laisserai Thibault Lantier clore la matinée. Donc Thibault qui est le président de l'association de construction. Juste quelques mots, je ne sais pas vous, mais moi là en quelques heures, j'ai l'impression d'avoir gagné 2 heures ou 3 heures de cheminement personnel dans la réflexion sur le BIM. C'était vraiment dans les apports, dans les retours d'expérience, aussi bien sur l'état des lieux, sur ce qui a été fait, sur les perspectives, très enrichissant. C'est vraiment l'objectif de notre association, du club que l'on fait, c'est d'échanger, partager toutes les expériences, en fait aller plus vite comme ça. C'est complètement gratuit, on le fait parce qu'on a envie de faire ça, parce qu'on aime faire ça, puis on réunit autour de nous des gens qui sont dans le même état d'esprit, et on a tous à gagner finalement
partager notre point de vue, ce qu'on a fait, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, pour avancer un petit peu plus vite. Voilà, on le fait sous différentes formes. Donc la dernière fois, on l'a fait plus sous forme un peu de présentation, cette fois sur la partie table ronde. Et puis aussi, on se retrouve à peu près tous les mois avec le club qui est ouvert à tous les acteurs, tous ceux qui veulent faire ça, qui veulent échanger, qui veulent partager. C'est une cotisation assez modique pour couvrir quelques frais de fonctionnement. Donc en tout cas, vous êtes tous invités. J'aimerais, voilà, on avait quand même pas mal de nouvelles têtes ce matin. J'aimerais pouvoir vous retrouver pour pouvoir enrichir ces expériences et puis ces échanges de manière voilà, récurrente. Voilà, donc voilà, je vous aurai d'ailleurs sur le, je vais finir la petite promo là, sur le flyer là, sur l'affiche qui est sortie, il y a un petit flash code là, un petit QR code, voilà, que vous pouvez flasher qui donne accès à, si vous souhaitez rejoindre le club et être invité à faire ces échanges réguliers. Voilà, on se retrouve entre, voilà, il y a des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des consultants, des fois des concurrents, mais peu importe, on s'en moque, je dirais, on échange, on avance plus vite comme ça. On a tous à y gagner parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de perspectives à venir. Voilà, je vous remercie pour votre présence et puis j'espère vous revoir bientôt.